Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. Demain débute le Master TCG. Le Master TCG, c'est quoi? C'est un événement en direct de la chaîne des joueurs du dimanche qui se passera sur 4 jours. On a 4 équipes de 2 binômes de créateurs de contenu qui vont devoir maîtriser chaque équipe 8 TCG répartis en 4 TCG par joueur dans les binômes. Et je m'occupe du TCG Lorcana pour mon binôme avec Maxildan. Vous pourrez retrouver tous les tournois à partir du 30 juillet jusqu'au 2 août. Il y a 2 tournois par jour, un vers midi et un le soir. Et l'idée à la fin, c'est de compter tous les points, les résultats des différents joueurs de chaque binôme. Et à la fin, on élira le binôme champion du Master TCG. Sur chaque TCG, on a des formats différents. Et le format de l'Orcana est du Conquest BO3 double deck. Donc c'est un petit peu comme le triple deck du format des Worlds. Sauf que cette fois-ci, on ne ramène pas 3 decks avec une phase de ban, mais seulement 2 decks. Et il faut valider les 2 decks. Donc c'est un format qui est nouveau, inexploré, qui n'a pas été fait sur l'Orcana, et qui nous a demandé de théoriser un petit peu pour ramener la meilleure line-up possible. L'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir vous présenter ma line-up, mes différents choix à la fois de deck et à la fois de construction de deck, histoire de pouvoir vous projeter au mieux dans le Master TCG. Au moment où vous regardez cette vidéo mardi soir, le tournoi Lorcana est le mercredi soir, donc le lendemain. Au niveau des joueurs que je vais affronter lors de ce tournoi, il y aura Rofelos, Sylvia, qui est la casteuse officielle de l'Orcana pour l'Italie, et Marie Grandjeu. Je m'attends évidemment à pas mal de niveaux en face de moi, donc ça va être difficile de remporter l'événement. On va faire du mieux qu'on peut. Au niveau de ma line-up, à la différence des autres TCG sur lesquels je suis sur Star Wars, One Piece et Altered, eh bien j'ai décidé d'opter pour une line-up plutôt exotique. Je suis pas parti sur les 2 meilleurs decks du format, je suis parti plutôt sur des decks avec lesquels je me sentais plus ou moins à l'aise et avec en plus des petits twists dans les decklists pour essayer de m'adapter au maximum au format. Première chose, je m'attends dans ce format à ce que toutes les line-up aient des decks agressifs. Au moins un des 2 decks qui soit un deck un peu cheesy, capable de passer en dessous la plupart des decks, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de ne pas ramener un deck bleu-rouge, alors que je pense que ce sont notamment la version Burn ou la version Item, probablement les meilleurs decks du jeu. Deuxième chose, je connais pas les préférences de jeu de tous mes adversaires, mais je sais à minima que Rofelos et Marie risquent pas de jouer bleu-rouge Item. Il me semble pas que ce soit un plan de jeu que Rofelos affectionne particulièrement. Et de mémoire, de ce que j'ai pu voir sur les games de l'Orcana de Marie, elle aime bien les stratégies offensives. Je peux me tromper, peut-être qu'il y aura bleu-rouge Item en face de moi, mais disons que j'ai pas pensé mes decklists en pensant rencontrer ce type de deck. Comme le but c'est de valider tes 2 decks, donc une fois que tu gagnes avec un deck, tu peux plus le jouer et il faut forcément valider le deuxième, eh bien il fallait forcément que mes 2 decks aient vocation à pouvoir battre un petit peu tous les match-ups. Donc plutôt que de prendre 2 decks très polarisés, j'ai pris plutôt 2 decks qui sont à peu près convenables, moyens contre tout. C'est peut-être une stratégie qui sera pas trop payante, mais c'est comme ça que j'ai analysé le format Conquest BO2. Maintenant pour les decklists, je vais vous les présenter carte par carte et vous expliquer mes choix. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vous laisse mettre votre meilleur pouce bleu, partager dans l'espace commentaire et dérouler la description. Vous pouvez notamment nous rejoindre sur labelcarte.fr qui est notre site de vente de TCG en ligne. Vous avez les précommandes Lorcana qui sont disponibles actuellement pour le set Fabled. Il ne nous reste pas beaucoup de displays, donc n'hésitez pas à y faire un tour si jamais vous voulez la vôtre. Et puis vous avez évidemment tous les autres TCG si ça vous intéresse. Avec le code ValetPL 2025, vous avez 5% de réduction sur votre premier panier. Merci à tous. Et puis gros big up à GameGenic, qui est notre partenaire accessoire sur l'année 2025. Si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez les soutenir en vous procurant leurs petits produits magnifiques. Allez, on est parti. Sur le choix des decklists, j'ai fait aussi un peu au feeling, c'est-à-dire les decks avec lesquels je me sentais le plus à l'aise. On va dire que l'Orcana, c'est un jeu auquel j'ai pas besoin de beaucoup jouer pour savoir plus ou moins pousser les cartes dans l'ordre. J'ai pu caster les Worlds récemment, ce qui m'a permis quand même d'avoir au moins, si ce n'est du volume de jeu, regarder pas mal de parties et savoir plus ou moins comment fonctionne chaque texture de match-up. Par contre, c'est un jeu pour lequel j'ai pas mis énormément de games pour m'entraîner, à la différence de Star Wars ou Altered, où là j'avais un peu plus de choses à rattraper et où j'ai passé pas mal de mon temps libre à jouer. Bon bah là sur l'Orcana, j'ai un peu fait au feeling, j'ai pas beaucoup joué, donc je suis parti sur des listes que je connaissais plus ou moins. Voilà, j'allais pas partir sur bleu rouge item alors que j'ai jamais joué le deck, ça m'aurait demandé de devoir faire quand même quelques games, ce qui n'a pas trop été le cas ici. Et puis comme je vous l'ai dit, je voulais pas avoir un deck qui peut auto-lose contre des stratégies très offensives comme Hyper Rush ou Amber Steel Aggro. Ouais, j'avais pas envie d'avoir un deck trop polarisé. Et on va dire que bleu rouge item ça peut battre tout le format,
sauf les trucs hyper cheesy. Donc premier deck sur lequel je suis parti, eh bien c'est le deck Amber Steel Aggro, mais vous allez voir, j'ai twisté un petit peu la construction, vous me direz ce que vous en pensez. Donc au niveau de la liste, classico, on a les 12 drop 1, donc avec les Cendrillon, avec les Rhinos qui vont nous servir d'altération, et avec les Daisy. Ça, c'est la base. C'est les 12 drop 1 qu'on veut, qui vont permettre à la fois de shifter Rhino, ou alors de partir à l'agression, ou alors de réagir grâce au Cendrillon. Ensuite, on a Doc qui va nous permettre de piocher des cartes, bien évidemment. Le Smee qui est là pour le lore. Vous avez ici les Penny qui peuvent nous permettre de protéger notre board et qui sont de très bons loreurs également. On passe maintenant au drop 3 avec Pat et Lorenz. Lorenz qui fonctionne très très bien en synergie évidemment avec les réponses, on le verra plus tard, mais qui est aussi à la fois un bon challenger et un bon loreur. On a évidemment les Rhino qui est une des cartes stars de cette nouvelle itération, de cette mouture agressive. Nous avons les réponses ici qui vont nous permettre d'ailleurs de piocher pas mal de cartes. Et enfin, vous avez donc les 8 sorts de chansons que l'on joue habituellement dans les stratégies Amber Steel agressives, offensives, parce qu'on peut les chanter très facilement, notamment avec Rhino et avec Cendrillon. Donc ça nous donne quand même des options de gestion si on affronte d'autres match-up aggro. C'est ça que j'aime bien avec cette liste-là. Encore une fois, cette volonté de ne pas être hyper polarisé. On peut passer en dessous les decks les plus contrôle, que ce soit des RP contrôle ou alors des bleus rouges, mais en même temps, on a de la gestion si on vient affronter des decks hyper rush. Par contre, vous avez remarqué qu'il y a quelques cartes qui sont emblématiques des stratégies Amber Steel Song aggro que vous n'avez pas vues dans cette liste-là. Il me reste 12 cartes ici, qui sont 12 cartes que j'ai twistées pour pouvoir m'adapter et avoir une liste qui essaye, entre guillemets, de pouvoir répondre à plusieurs problématiques. Déjà, la première problématique, c'est qu'en Amber Steel aggro, quand tu fais un mirror d'Amber Steel, que ce soit contre Song ou contre aggro, quand tu es sur la draw, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ton adversaire va avoir la primeur de pouvoir chanter des chansons et donc challenger ton board favorablement, notamment avec une Cendrillon. Typiquement, quand tu commences pas et que ton oppo fait Cendrillon tour 1, bah t'as pas trop le droit de jouer toi ton tour 1, notamment un Rhino, parce que tu sais que tu vas récompenser ton adversaire à faire un perdu dans l'hiver, et c'est un retard de tempo que j'apprécie assez peu. Donc l'idée, c'était de sortir du potentiel offensif en enlevant les Piglets et les Lady, qui sont des cartes qui sont vraiment emblématiques de je pose du board et je veux l'orer rapidement. Si j'estime, je me trompe peut-être, qu'il n'y aura pas beaucoup de decks bleu-rouge, c'est pas grave de ne pas appuyer sur le champignon et l'accélérateur. Par contre, j'ai rentré des cartes de go second. Les cartes de go second, c'est celles qui vont me permettre, même quand je commence pas, de pouvoir prendre le board et être sûr d'avoir un personnage qui peut lui aussi chanter des chansons sans prendre les interactions de l'adversaire. Au-delà de ça, Ursula, ça reste une carte décente parce que ça synergise très bien avec les réponses. Dès qu'on a 4 d'endurance, globalement, on peut aller apprendre on peut aller challenger un personnage, blesser Ursula et aller piocher des cartes. Si on a des Ursula, ça nous permet beaucoup plus facilement du coup de jouer des camps soudains sur vendeuse. Donc là, on commence à midrangiser le deck et à avoir plus de réponses, notamment si jamais je venais à affronter des rouges-violets évasives et pouvoir répondre à des Maui requins. Dans le mirror, ça peut être vraiment très bien pour aller chercher le Rhino adverse. Donc voilà, on a troqué un petit peu d'agressivité pour un peu plus de contrôle, pour une mouture un peu plus midrange. On n'est pas non plus sur Amber Steel Song qui peut auto-lose contre les stratégies item et bleu-rouge. Et disons que je me suis dit que partir sur Song complet, c'était vraiment prendre le risque de repolariser un petit peu le deck, alors que là, je veux vraiment être plutôt moyen contre tout. Et donc, comme le deck est un chouïa plus midrange, appuie moins sur l'accélérateur, a quand même vocation à aller un peu plus en late game, et bien dans ce cas-là, j'ai décidé de rentrer aussi des Beasts qui sont quand même de très très bonnes cartes dans le format actuellement, surtout quand on s'y attend pas, et ça pourrait notamment dans les mirror decks un peu midrange, que ça soit si j'affronte d'autres Amber Steel aggro ou alors des decks violet-gris, voire des decks vert-violet, hein, des decks tempo, bah Beast ça peut être une carte qui me donne nettement l'avantage, c'est une carte que j'apprécie, et de par le fait qu'on ait ralenti un peu le deck, je pense que le deck peut accueillir la Beast. Donc voilà, au niveau de la liste en visuel, ça donne ça. Donc vous avez la liste ici. On a 16 non ancrables, c'est le principal défaut de cette liste-là, de par le fait qu'on ait rajouté 4 Zeus par rapport aux stratégies offensives qui n'ont que 12 non ancrables. Bien, ici on monte à 16, mais je ne sais absolument pas dans quoi cutter pour réduire ce nombre-là. Je pense que j'ai vraiment envie d'avoir toutes les cartes que vous voyez à l'écran ici. Et donc on va essayer d'être très discipliné au mulligan et d'aller chercher des cartes ancrables. Mais sinon, c'est la liste pour laquelle j'ai opté.
Moins agressive, moins bien adaptée à bleu-rouge, mais un peu plus polyvalente contre tous les autres decks qui pourraient être amenés face à moi. Je m'attends à ce que Rofelos joue des stratégies vert-violet, pour la simple et bonne raison que c'est un deck qu'il apprécie, et qu'au-delà de ça, c'est un deck qui est bon dans le format. Et je pense que cette mouture d'Amber Steel saurait répondre quand même plutôt convenablement à une stratégie violet-vert. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette decklist-là, qu'est-ce que vous auriez fait vous de votre côté, quel line-up vous aurez ramené, et surtout, si jamais vous aviez choisi Amber Steel, quelle version d'Amber Steel vous auriez choisi. Évidemment, les deux decks que l'on doit ramener dans notre line-up ne peuvent pas partager de couleurs, donc je suis obligé de partir sur d'autres couleurs que le jaune et le gris, et j'ai décidé de partir sur violet-rouge. Moi, habituellement, j'aime bien violet-gris, mais je trouve qu'en ce moment, dans le metagame, c'est pas le deck qui s'en sort le mieux. Donc, je suis parti sur violet-rouge et une version, encore une fois, j'ai fait la cuisine, hein, une version un petit peu hybride de violet-rouge. Il y a deux versions actuellement qui tournent bien. Il y a les versions plus contrôle, notamment à l'instar de ce que les joueurs français ont réussi à cook récemment avec des Queen of Earth, des Madame Medusa et des Hades, que j'aime beaucoup, mais qui troquent donc du coup l'expérience évasive et burn donc pour faire de la place à cette strat-là. Et donc on enlève le côté Pirates Life, Maui et Peter Pan, qui est une decklist que j'aime beaucoup, moi, parce que c'est capable justement de cheeser un peu des games, d'avoir des free wins sur certaines sorties et de faire très très bien la course contre les jeux agressifs. Donc j'ai décidé de faire un mix and twist et d'allier à la fois la puissance de RP Control avec la puissance entre guillemets de RP Burn. Ça a demandé de faire des arbitrages, de cutter, d'ouvrir des slots et de faire une liste probablement moins compétitive avec le cul un peu entre deux chaises, mais j'avais vraiment très envie de tester ça. Et encore une fois, même si je vais amoindrir les très bons match-ups de chaque version, je devrais plus ou moins à la fin lisser globalement et dépolariser un peu le deck pour être capable de me battre un petit peu contre tout. Pour ceux qui ne connaissent pas la version RP plus contrôle qui notamment a eu du succès récemment en France, ce sont des listes qui se basent sur les interactions entre Reine de Cœur et Madame Medusa, l'idée étant de blesser nos personnages pour pouvoir aller chercher eh bien, avec 4 de force ou des lieux ou des personnages adverses, et en plus de faire un petit effet de tempo en bounçant les personnages adverses. Et au-delà de ça, on enlève la base Maui et Pirates Life pour repartir sur une version RP Control comme on en connaît depuis des années. Voilà. C'est des listes que j'ai trouvées plutôt intéressantes. Vous allez voir, j'ai fait quelques arbitrages pour faire tout rentrer dans la liste en restant évidemment à 60 cartes. Hérésie de jouer plus de 60 cartes, je vous en supplie, ne faites pas ça, sauf si vous avez une raison particulièrement bien argumentée. Allez, on commence ici. Donc, on joue les 8 drop 1. J'avais envie d'avoir 10 drop 1 avec 2 balais, mais franchement, avec l'idée de faire entrer 2 plans de jeu dans un seul plan de jeu, j'ai absolument pas trouvé la place de faire entrer les 10 balais. Pourquoi aussi j'ai décidé de ne pas rester sur la version full évasive? Le problème de la version full évasive, c'est souvent qu'elle n'a pas beaucoup de drop 2. Vous regardez les versions évasives où elle ne joue que des Ursula, et du coup, tu te retrouves avec 8 drop 1 et 4 drop 2, ce qui est quand même très peu en early game. Tu peux vite te faire prendre de vitesse, ou alors les versions évasives maintenant qui veulent solutionner leurs problèmes de drop 2 jouent des Cusco, et franchement en Big 2025 set numéro 8 de l'Orcana, jouer des Cusco à 2 qui sont 1-2 et qui piochent quand tu te fais trader, je me suis pas résolu à ça, ça m'a vraiment paru être hyper low power par rapport à ce que font les autres. Et les versions par contre un peu plus contrôle de RP, eh bien, joue des reines de cœur, notamment en synergisant avec le fait de les blesser. Et j'ai bien apprécié ce type de deck-là, parce que justement, mécaniquement, ça me permettait d'augmenter mon nombre de drop 2 pour avoir plus de chances d'avoir un mulligan entre guillemets efficace et de trouver des cartes d'early game. Donc dès lors qu'on rajoute des drop 2 comme Reine de Cœur, on veut rajouter des Médusas. Donc on a 2 Médusas pour 6 cibles à 2 qui peuvent se faire blesser à 2. On a nos Ursula qui ont 3 d'endurance et nos Reines de Cœur qui elles ont 4 d'endurance. Vous allez voir pourquoi on préfère avoir des Ursula que des Reines de Cœur. Déjà parce que la carte est indépendante, elle ne dépend pas de Médusa, mais parce qu'en plus de ça, je shift la Ursula légendaire pour empêcher les adversaires de chanter. C'est un peu un deck toolbox, faut le voir comme un deck qui peut essayer de répondre à tout. Alors à la fin, parfois quand on se plante, le deck répond à rien. On verra bien lors du master. Donc voilà, 2 Médusas ici. Ensuite, on a quand même conservé la stratégie évasive, donc avec le Peter Pan qui va permettre de donner charge à tous nos évasives, et donc notamment à des cartes comme le Yago, comme le Génie, et comme le Maui Shark, que je vais vous montrer directement. Donc voilà, ça c'est les cartes de la base RP Burn que certains vont cutter pour pouvoir repartir sur une version juste beaucoup plus contrôle. Mais j'aime bien le côté Burn parce que ça permet
déjà de pouvoir passer en dessous les decks bleu-rouge et surtout de faire la course contre les agros de manière peut-être un peu plus facile, plus fonctionnelle que les versions plus contrôle. Sinon, on a toujours une petite base de boons avec les Madame Mime, même si on joue plus de Snake. On a 2 Merlins, Crabes. On n'a pas besoin de beaucoup de Crabes parce que comme on joue du rouge, on a beaucoup de destruction et de gestion de board. Et donc forcément, comme on a moins besoin de passer par le board pour gérer le board adverse, bah, les Crabes font un peu moins sens. C'est hyper cool aussi. Pourquoi je voulais jouer une liste évasive? Parce que c'est une liste qui est capable vraiment d'invalider les Diablos adverses. Tu peux vraiment te faire cheeser et perdre des games sur des Diablos non gérés. Et vraiment, avec cette liste-là, entre le rouge qui peut gérer Diablo avec des brawls par exemple, ou alors avec toutes les cartes évasives, c'est très difficile pour l'adversaire de sticker un Diablo. Donc que ça soit dans les stratégies vert-violette des fausses ou dans les stratégies vert-grises, bah, globalement, je me prémunis un petit peu des Diablos. Et donc, j'évite les free lose sur un Diablo qui est pas géré. On a 3 Madame de Tremaine qui fait sa grande réapparition dans les listes les plus contrôles de RP et qui effectivement est vraiment très bonne, vraiment brillante. Si jamais je me trompe et que j'affronte notamment des decks burn bleu-rouge, bah, je serais très content de pouvoir Tremaine les Maui requins de mon oppo. Ça risque d'être plutôt déterminant. On est obligé de cutter, donc on n'a pas 3 Pirates Life, mais seulement 2. Forcément, il faut faire de la place dans le deck, mais ça me semble cohérent d'en jouer que 2. On a la Ursula qui peut se shifter sur nos drop 2. Ça, c'est vraiment bien si on affronte une liste Amber Steel Song. On a le petit Hades qui permet de se cumuler au Médusa pour pouvoir blesser nos personnages et en tirer profit évidemment, parce que là ça nous permet de piocher des cartes à la fois sur l'arrivée en jeu et à la fois sur l'attaque. Et après pour le reste c'est un peu du classique, on a les 4 chansons Mes Amis d'au-delà qui sont des bons sorts à reprendre sur les Maui requins, on a les 3 brawls pour pouvoir éviter de se faire trop arracher en early game, on a les 2 qui trouvent garde qui vont nous permettre de piocher pas mal de cartes, notamment si on affronte des stratégies discard, c'est toujours bien de pouvoir continuer à avoir du fuel, à alimenter la machine et à piocher pas mal de cartes. Dans les autres arbitrages qu'on a dû faire, on a dû se passer d'un Soyez prête. Comme j'estime qu'on a plus d'early game, plus de manières de gérer le board de l'adversaire, on n'a globalement pas forcément besoin des 4 Vras. Souvent d'ailleurs, quand on en a 2, c'est une carte morte en main. On n'a pas d'effet qui nous permet de cycler notre main. Donc quand tu as 2 Soyez prête, bon, il y en a toujours un qui est un peu awkward. Donc je me dis que là, globalement, 3, ça devrait être suffisant pour le trouver de manière fonctionnelle dans chacune des games. Mais si jamais je le trouve pas trop rapidement, je devrais être capable de temporiser un peu le board de l'adversaire. Que ça soit avec des Peter Pan, des Elsa, des Merlin Crab, des Madame Mime Renard, mes drop 2 qui sont quand même des drop 2 qui vont chercher un peu tout le board. Bon, je me suis dit que je pouvais cutter dans une Soyez prête. Et enfin, on finit avec 2 bibliothèques. Pour voir la liste en visuel, ça donne ça. Et dans cette liste-là, on a 14 non ancrables. J'estime que c'est un quota qui est à peu près cool. Idéalement, j'aurais voulu être à 12-13, mais on va dire 14, c'est OK. Disons que c'est la 3e Lady Tremaine. Je suis peut-être un peu gourmand là-dessus qui fait le compte de non ancrables. Et vous avez donc ici tous les spells que l'on va jouer. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner. J'ai fait quelques games, quelques tests sur l'Orcanito et ça s'est relativement bien passé. Après, encore une fois, tu sais. En fait, l'échantillon de game que tu as en jouant un petit peu sur des softs comme ça non officiels, il est très peu pertinent parce que déjà tu fais pas un volume, moi j'ai pas fait un volume de game assez important. Je me suis surtout attaché à regarder à quel point le deck était fonctionnel. Est-ce que j'ouvre des mains correctes? Est-ce que je suis capable de curver? Est-ce que mon deck a l'air de faire ce pourquoi il a été pensé? Ça, juste la fonctionnalité pure, tu t'en rends compte en 4-5 games on va dire, ça suffit. Par contre pour savoir si le deck il est pertinent dans le méta et s'il est fort, bon, quand tu fais 4-5 games, ton volume il est trop bas, ton échantillon il est trop faible et surtout la pertinence, le level des adversaires que tu affrontes, tu sais pas à quel point les gens jouent bien, à quel point ils t'ont donné la victoire ou pas. Donc je serais incapable de vous dire si cette liste-là est une atrocité et que l'espèce de mix and twist de 2 plans de jeu en un est une idée bonne ou une idée mauvaise, mais j'espère le découvrir au Master TCG, ça fera un peu de spectacle, je pense que ça pourrait être sympa de pouvoir proposer des choses un chouïa exotique, attention, c'est pas non plus, j'ai pas ramené bleu-vert et rouge-gris, faut pas déconner non plus, mais je me suis attaché quand même à apporter une spicy sauce, une spicy tech à chacune de mes 2 decklists en essayant que ces tech-là, cette petite sauce, cette petite popote, fasse sens dans le format dans lequel je vais jouer. Pour les autres TCG, j'ai été beaucoup plus discipliné. Je vais essayer de jouer les meilleurs decks et les meilleurs decklists. Voilà, on vous attend nombreux pour le Master TCG. N'oubliez pas, demain, à partir de 19h, je crois, pour l'Orcana.
Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez des decklists et des line-up. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur l'Arcana. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.